Notre invité au Monticule aujourd'hui a une carrière de baseball forte et intéressante. Passant par tous les processus des ligues mineures, il se forge une place avec les Padres de San Diego en 2002 et en 2004, il y sera à Athènes pour participer aux Olympiques dans la discipline de baseball. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous partager sa carrière. Bien bonjour, Éric Cyr. Salut, Comment ça va aujourd'hui? ça va très bien, toi? Ça va très bien. Pour les gens qui, peut-être qui ne te connaîtraient pas, peux-tu nous parler un peu de ton parcours dans le baseball? Ben, écoute, j'ai grandi à Montréal, donc j'ai commencé à jouer pour les Olympiques de Maisonneuve dans le temps, Moustique. Donc, j'ai commencé vers l'âge de 10-11 ans, Moustique, puis ensuite j'ai continué le Moustique, puis oui, Bantam avec eux. Ensuite, les Marquis de Montréal, dans le Midget 3, puis les Athlétiques de Rosemont, dans le Junior Elite, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a juste une équipe à Montréal, là, je pense les Orielles. Donc, puis à partir du Midget 3, j'ai été pris à l'ABC, l'Académie de Baseball Canada. Donc, j'ai joué avec eux, j'ai été repêché par les Expos de Montréal. J'ai pas signé avec les Expos de Montréal, donc par la suite, je suis parti aux États-Unis. J'ai joué dans un collège américain à Seminole State College, en Oklahoma. Puis j'ai été repêché une deuxième fois, mais par les Padres. Et c'est là que tout a commencé avec les Padres, là, du niveau recrue avancé, le A, le A fort, le 2A et les ligues majeures. Mais justement, ce bout-là, là, parce que derrière moi, j'ai parlé avec des gars qui soit frôlent les collèges américains, soit sont avec l'ABC présentement, ou prochainement, je vais en avoir un qui, lui, est près, très, très près des ligues majeures. Et souvent, ce qu'ils disent, c'est que c'est dans des événements qui ont eu la chance d'être repérés par l'ABC. Toi, tu semblais dire que c'est avec le Midget 3A. Comment ça s'est passé, le fait de te faire repérer par l'ABC? Écoute, c'était Midget 3. Je pense que c'était plus dans les séries de fin de saison, parce que ça a bien été. Puis aussi, j'ai été pris sur l'équipe du Québec pour aller au championnat canadien, Midget 3. Par la suite, là, c'est Benoît Lavigne qui est venu me rencontrer une journée. Je pense que c'était au stade olympique, ce qu'on pratiquait au stade ou qu'on jouait au stade une journée comme ça, qui est venu me demander si ça m'intéressait d'aller à l'ABC. Puis, j'ai pas nécessairement dit oui tout de suite. J'aimais ça aussi jouer au hockey, mais donc, quand j'avais choisi de jouer le Midget 3, par contre, j'ai décidé que j'allais jouer au baseball, puis je jouais plus au hockey à ce moment-là. Mais non, c'est ça. Fait il m'en a demandé, puis on a accepté là, pas longtemps après. Puis j'ai fait deux années à l'ABC. Et comment le processus fonctionne à l'ABC? Là? Parce que à mes recherches, là, c'est dans les années 90 que tu étais à l'ABC. Oui, c'est ça, à peu près en 95 ou 96. J'ai gradué en 96 secondaire, donc c'est à peu près ça en 96, en 1996, 97, c'est là que j'étais à l'ABC. Euh, mais dans mon temps, à moi, il n'y avait pas de, mettons, les U16, U17, U18, c'était vraiment une équipe, ben, une équipe. Il y avait beaucoup de joueurs de l'ABC, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Donc, moi, j'avais 16 ans au moment où j'ai été pris. Fait qu'il y avait quand même plusieurs joueurs qui étaient beaucoup plus vieux que nous. Euh, mais en gros, on jouait tous ensemble. On peut former deux équipes au total là, pour jouer des matchs séparés. Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Il y avait même deux, trois joueurs, je pense, qui venaient soit du Nouveau-Brunswick, je crois, qui étaient avec nous. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, de ce que je vois ou de ce que j'ai entendu, c'est vraiment tous des joueurs québécois. Puis c'est vraiment regroupé par âge aussi. Donc, tu n'as plus une grosse écart là, de 16 à 20 ans, mettons. Ben, dans les équipes directement, de ce que j'ai compris dans les gens que j'ai eus dernièrement, c'est des groupes dirigés U16, U17 ou 18, mais les gars pratiquent quand même ensemble. Donc, il y a une certaine compétition malgré tout entre un jeune de 16 ans et le jeune de 20-22 qui frôle tranquillement la transition vers les collèges américains. Puis Mm-hmm. eux, ils font beaucoup de voyages au niveau des États-Unis. Toi, à ce moment-là, quand tu jouais avec la BC, est-ce que c'était les parties à l'intérieur entre les équipes? Est-ce que tu jouais aussi aux États-Unis? Comment ça se passait? Mais le gros des matchs, on a fait des matchs, mettons, à Boston. À un certain moment donné, on faisait des matchs à Boston, mais le voyagement qu'ils font aujourd'hui par rapport au voyagement qu'on faisait dans le temps, c'est pas la même chose. Les voyages beaucoup plus aujourd'hui. Nous, on faisait un voyage en Floride, puis quelques matchs là, aux États-Unis à Boston. Sinon, c'est à peu près tout. Là. On faisait pas beaucoup plus de matchs que ça. Et là, tu mentionnais tantôt chose que je n'avais pas réussi à trouver dans mes recherches. Tu as été repêché par les Expos de Montréal. Mhm.
Premièrement, pour un Québécois, ça doit être incroyable d'être repêché par les Expos, une équipe qui t'a sûrement été voir jouer étant plus jeune. Comment t'as été repéré par les Expos, puis c'est quoi le sentiment d'être repêché par les Expos de Montréal? Mais c'était ma première année à l'ABC. Dans le fond, j'ai été repêché par les Expos. Écoute, le repêchage se faisait en juin, j'ai été repêché. Puis dans ces années-là, il y avait un an pour te signer. Donc, tu sais, il me voyait un grand gaucher. Je ne lançais pas nécessairement fort à ce moment-là. J'ai fait une belle progression dans cette année-là, mon année de 17 ans. Puis, c'est Alex Agostino qui était recruteur pour les Expos de Montréal, qui est maintenant recruteur pour les Phillies, qui m'avait vu. Il y en avait d'autres aussi qui m'avaient vu en Floride. Quand on était allé à l'ABC en Floride, il y avait des stars des White Sox de Chicago que je me souviens, euh, qui m'avaient vu à ce moment-là. Puis, écoute, ça a juste à donner le même. Tu sais, je suis tombé en 35e ronde. Là. C'était pas, je pense qu'il voulait repêcher les Québécois. Fait que dans les rondes vraiment plus tard, là, il prenait des Québécois pour les expos. Puis j'ai tombé dans cette ronde-là. C'était vraiment le fun. Mais pendant l'année, quand même, tu sais, il y a des gens qui sont venus me voir jouer, dont certaines games qu'on joue au Stade olympique là, avec l'ABC. Puis contre des équipes seniors d'ici. Puis dans ces années-là, chacune des équipes avait des visas. Donc, c'était un maximum de 20 ou 21 visas. Puis la plupart des visas étaient toujours donnés beaucoup aux Dominicains, aux Républicains, qui, ben, les gars de la République dominicaine ou du Mexique, tu sais, qui venaient d'ailleurs, mais des pays chauds, ce qui jouaient à l'année. Tandis que nous, ben, on avait notre 5 mois quasiment, plus l'ABC, fait qu'on était capable de jouer à l'année, mais c'était pas pareil, on ne jouait pas des matchs nécessairement tout le temps. Euh, Fait que les gars étaient beaucoup plus développés puis beaucoup plus matures pour le baseball que nous, on l'était à ce moment-là. Là, aujourd'hui, avec le voyagement que les gars font, ils ont la chance de jouer ailleurs. Je pense qu'ils vont même en Floride. Ils vont en Floride, même en Arizona. Mhm. C'est totalement différent, puis tant mieux. Puis on voit beaucoup plus de Québécois aujourd'hui qu'on en voyait dans le temps. Oui, avec Édouard Julien qui a fait ses premiers pas avec les Twins du Minnesota aujourd'hui. Oui. Euh, Justement, là, dans le processus décisionnel, parce que comme tu le mentionnais, tu n'as pas accepté l'offre des expos. Comment Mais il le n'y a même pas eu processus. d'offre. Il n'y a Ah, même pas eu d'offre. ok, 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 ok. Il n'y a pas eu d'offre parce qu'il n'y avait pas de visa de toute façon. Fait que même s'ils faisaient une offre, je ne pouvais même pas me rendre aux États-Unis sur un visa de travail. Donc, ils n'ont pas pu me signer. Ah, ok, on a vraiment juste repêché un Québécois par principe de le faire et ça s'est terminé là. Pas C'est- mal. Ok, ça c'est spécial. Mais c'était pas le principe de le faire, tu sais, ils m'ont repêché parce que c'était un draft and follow. Fait que pour eux, un draft and follow, si on le repêche, puis on va voir ce qu'il va devenir. Puis, est-ce que j'étais, tu sais, à 18 ans, est-ce que j'étais prêt de toute façon à aller signer pro? Je te dirais mentalement non, là. J'étais pas mal trop jeune. Fait que l'année que j'ai faite de plus à l'ABC, plus mon année de collège que j'ai fait, m'ont donné beaucoup, beaucoup de maturité, qui m'ont aidé énormément là, à pouvoir justement apprendre à performer, apprendre plus le baseball d'un collège américain. Puis, tu sais, le côté hargne un peu de vouloir toujours devenir meilleur, là, ça, je l'ai vraiment pogné d'un collège américain. Puis, avec le coach que j'avais qui était un petit peu craqué, ça l'a aidé énormément. Si je pense que si je n'avais pas passé cette année-là, ben, j'ai passé quand même 2 ans dans les collèges américains, là, mais si je n'avais pas passé par cette étape-là, d'après moi, je ne me serais pas rendu. Justement, les collèges américains, là, dans le principe que les gens de l'ABC que j'ai croisés dernièrement me disent, c'est dans des événements, dans des tournois, dans des parties en Floride. Tu disais tantôt avec l'ABC, vous allez à Boston, vous êtes allé en Floride. Est-ce que c'est dans ces moments-là que tu as été repéré par le collège de Seminole State? Non, même pas. Moi, ça a été. Tu sais, on avait quelques Québécois qui étaient déjà là. Larry Gagné est passé par là. Danny Prata est passé par là. Écoute, il y en a eu, là, Éric Boisjoli. Euh, qui y avait d'autres, dont, tu sais, moi, dans mes années à moi, il y avait Benoît Aymon qui était là aussi l'année d'avant, Simon Quintal, Patrick Scalabrini, son frère, euh, Danny. On a eu quand même plusieurs Québécois qui sont passés par là. Puis, c'était de bouche à oreille, en gros. C'est vraiment entre les gars. Moi, c'est le père de Ntemo Nungidi, qui était un gars qui avait été repêché par les Orioles de Baltimore, Papi, en sandwich pick, écoute, je pense que c'était en 97, là, l'année que je partais. Puis, c'était un ami proche à moi. Puis, lui, il a appelé là-bas pour demander s'il avait besoin d'un lanceur gaucher.
Puis le coach là-bas pose la question aux joueurs qui étaient là avec lui. Puis moi, je venais juste de jouer sur l'équipe canadienne junior. Fait qu'à ce moment-là, les gars, c'est sûr qu'ils ont donné un bon mot. Fait que le coach, il m'a offert un full scholarship, il m'a jamais vu jouer de sa vie. C'était vraiment sérieux, c'était vraiment ça. Fait que j'ai eu un full scholarship, logé, nourri, tout. Puis il ne me connaissait pas pantoute, là. C'était rare parce qu'habituellement, les full scholarships, les gars ont étudié le joueur de A à Z, le connaissent de par cœur, Oh, puis ils savent. La mais réalité est vraiment. ce qu'il y a aux joueurs qui étaient là, dans le fond, moi, quand j'étais arrivé là-bas, il y avait besoin d'un troisième but, il y avait besoin d'un receveur, il y avait besoin. Fait que là, nous aussi, on a fait notre bouche à oreille. Simon Quintal est venu parce qu'on l'a poussé. Olivier Lépine est venu la première année. Patrick est venu, son frère est venu la deuxième année. Donc, on a eu, ça a été comme ça a été vraiment du bouche à oreille là, pour faire venir les gars avec nous. Puis, au fil des années, de toute façon, le coach s'est rendu compte qu'on amenait des bons joueurs, fait qu'il a juste continué ça. Puis, ce coach-là, aujourd'hui, il n'est plus coach là-bas, mais il est rendu dépisteur pour les Royals de Kansas City. Tu as toujours des belles expériences, mais c'est fou comment ça a changé. En quelques années, c'était du bouche à oreille, puis maintenant, c'est vraiment une grosse évaluation. Les joueurs doivent envoyer des vidéos, doivent discuter. C'est des jours et des jours de téléphone, de discussion pour découvrir la personne, puis lui donner même pas un full ride. Souvent, les gens ils ont les études, puis c'est pas mal ça. Fait que c'est fou comment ça a changé en pas beaucoup d'années. C'est Ça a quand même. changé, mais en même temps, il y a tellement d'argent, d'investissement. C'est un peu comme les équipes des Ligues majeures, là. Quand ils repêchent un gars, ils veulent être sûrs, surtout dans les premières rondes. Ils veulent être sûrs du comportement. Tu passes quasiment un test psychologique pour qu'ils te repêchent, là. Puis ça en est aussi. Puis ils ont raison de le faire. Il y a tellement d'équipes qui ont perdu d'argent à cause de certains joueurs qui ont été perdus de la carte puis qui ont donné des millions pour. Aujourd'hui, ils font extrêmement attention. C'est un investissement. Donc, il faut que tu saches dans quoi tu investis. Les collèges américains, il y a beaucoup d'argent dans les collèges américains, surtout dans les universités américaines. Les JUCO, c'est différent. Mais quand tu veux un joueur, tu vas être sûr d'avoir un bon joueur et une bonne personne. Fait que tu fais les recherches en conséquence. Tu parles aux joueurs, tu parles à la famille, surtout les parents, pour voir où ce qu'ils deviennent. Puis, c'est sûr que l'entourage qu'on avait à Seminoles, c'était le fun parce que les Québécois étaient déjà passés par là. Quand tu arrives à une place qui n'a pas eu de Québécois avant, c'est dur d'avoir un peu le feedback des autres. Est-ce qu'il va être bon avec nous? Est-ce qu'il ne sera pas bon? Est-ce qu'il va passer à travers? Parce que c'est pas évident d'être loin de chez vous non plus, là. À 18 ans, tu te ramasses dans un pays où tu ne parles pas la langue. Moi, je ne parlais pas anglais quand j'étais allé, je l'ai appris. Fait que c'est des choses comme ça. Il faut que tu t'assures que le kid soit capable de passer à travers, là. Tu as parlé tantôt que tu as fait l'équipe canadienne junior. Ça, c'est à travers ton moment avec l'ABC que tu as eu la chance de faire l'équipe. Oui. Dans le fond, junior. Quand je jouais junior, j'ai joué junior élite à Rosemont. J'ai fait l'équipe du Québec mes 2 années, voyons, mes 2 années junior. Puis, fait que j'ai fait l'équipe nationale junior à 17 ans puis à 18 ans. Et dans ces moments-là, c'est quoi les tournois que tu es allé faire? Le tournoi mondial, la première année, c'était le tournoi mondial. C'était au Nouveau-Brunswick, à Halifax, je ne me trompe pas. Puis, c'était celui-là ou ça, c'était la deuxième année, je crois, c'était à Halifax. La première année, il n'y avait pas de tournoi mondial, mais on a fait comme une tournée un peu avec l'Australie et les États-Unis. Je me souviens bien. Puis on est allé aux États-Unis, on a joué à Joplin, au Missouri. Une coupe de places comme ça. Puis l'équipe américaine aussi était là. Fait que, on a fait comme un mini tournoi. Puis l'année d'après, c'est vraiment la deuxième année, c'était vraiment le tournoi, là. Il y avait la Corée, les États-Unis, nous, l'Australie. Il y avait quand même plusieurs équipes qui étaient là. C'était vraiment ici au Canada, c'était le fun, là. Je prends un risque. Est-ce que tu te souviens comment vous aviez performé avec l'équipe? Hey, sérieusement, je m'en souviens pas tant. On avait fini, je pense qu'on avait fini ex aequo troisième parce qu'il y avait eu un rain-out. C'était avec les États-Unis. OK, OK. On n'a pas pu jouer la game. Fait honnêtement, on aurait sûrement fini quatrième, là. Mais ça affiche, on est troisième égal avec les États-Unis parce qu'il n'y a pas eu de match. Mais c'est nous qui avons eu la médaille des quatrième positions, c'est eux qui ont eu la médaille de bronze. Ça, je m'en souviens par contre. Et justement, là, dans ce moment-là, tu diriges vers les collèges, comme tu disais tantôt, ça a été du bouche à oreille, il y a des Québécois qui sont passés avec toi. Mais le collège américain, à Seminole, beaucoup de gens connaissent ce collège-là parce que justement, il y a beaucoup de Québécois, il y a des Abraham Taureau qui ont passé maintenant, il y a plusieurs joueurs québécois qui sont là présentement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à ce collège-là pour qu'on voit beaucoup de Québécois se diriger là-bas?
Ben, ça continue à faire le bouche-oreille. Tu sais, les premiers qui sont allés là, je pense que c'est Éric Boisjoli puis Éric Gagné, ils étaient dans les premiers. Ensuite, eux, tu sais, ils ont appelé des amis pour venir avec eux. Le collège a 6 full scholarships par année. Donc, je ne sais pas si c'est encore ça la norme aux États-Unis, mais il y avait 6 full scholarships par année qui venaient de l'extérieur des États-Unis. Donc, il y avait le droit de donner voyons, des full. Fait que, tu sais, il s'arrangeait pour avoir ces 6 full scholarships. Puis, si à un moment donné, il appelait un joueur et qu'il n'était pas bon, après, il appelait ça le Fall League, là. Avant de commencer la saison, il laissait partir puis il en appelait un autre, là. Fait que, tu sais, il ne perdait pas son temps non plus avec le scholarship. Euh, puis c'est ça. Fait que je pense que c'est comme ça que ça continue, que les gars continuent à aller là. Mais il y a eu d'autres gars qui sont allés ailleurs aussi en Oklahoma, là, à NEO, puis d'autres places. Eux autres aussi, ça a été du bouche à oreille d'amener le chum avec eux. Fait que c'est comme ça. Je pense que ça va continuer aussi longtemps. Puis c'est une bonne place à aller, honnêtement. C'est une bonne place de baseball. Puis à 5000 personnes de population dans un petit village. Là. Oups, excuse-moi. Avec 5000 personnes dans le village, tu n'as pas grand-chose d'autre à faire que de jouer au baseball, mettons. Tu peux pas te laisser déconcentrer par grand-chose. Tu mentionnais tantôt que tu as découvert un peu la hargne de toujours vouloir être meilleur à tous les jours au collège et que je pense que tu disais que l'entraîneur a eu un impact sur cette Mhm. découverte-là de cette hargne-là. Pourquoi cet entraîneur-là a eu un impact? Ben, si, dans le fond, c'est qu'ils poussent toujours à ce que tu donnes ton meilleur. Puis si tu ne donnes pas ton meilleur, ben, ils vont te laisser sur le banc. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, je lançais pas fort pour un gaucher, mais juste pour un lanceur tout court. Tu sais, je lançais 84-85 000 à l'heure quand même à 17-18 ans. J'étais capable d'atteindre un 88, mais je poussais pas vraiment beaucoup avec mon corps ou je n'essayais pas de lancer plus fort pour rien. Ben, pas pour rien, mais tu sais, j'essayais pas de lancer plus fort parce que ça allait bien. Mais mon entraîneur de lanceur, qui était Eric Myers dans ce temps-là, lui, un moment donné, il me l'avait dit. Il dit là, si tu ne pousses pas aujourd'hui plus fort que tu peux lancer à chacun des lancers, tu ne lanceras plus. Puis il m'a enlevé. Après 2 manches, il m'a enlevé. Je n'ai pas relancé pendant 2 semaines. Je peux dire que je trouvais le temps long. Là. Fait que ils m'ont. Là, ils me leur demandé es-tu prêt à lancer? Tu vas lancer le plus fort que tu peux à chacun des lancers que tu vas lancer. Puis, depuis ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à progresser avec ma balle rapide. Puis, tu sais, c'est ce qu'on essaie d'un peu de coacher aux jeunes aussi aujourd'hui. Ils lancent toujours le plus fort que tu peux. Parce que si tu n'atteins pas, si t'atteins pas ta limite, tu ne pourras pas la surpasser à un moment donné. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui m'a aidé à vraiment gagner là, en vitesse. Puis, tu sais, dans la même année, j'ai lancé 91 000 à l'heure. Fait que là, je me suis fait voir par les Padres. Là, tu sais, ils m'ont repêché. Il y avait vraiment l'intérêt de me signer. Puis l'année d'après, c'est là que j'ai signé avec eux. Et justement, ce repêchage-là, on fait un peu un et l'autre, mais le repêchage en question, parce que moi, ça me surprend toujours ces histoires-là, parce que j'ai parlé avec Jérémy Pilon dernièrement, Mhm. en fait, qui est le podcast qui va sortir ce soir. Je donne un scoop d'avance avec tout ça. Euh, c'est un podcast qui va sortir ce soir, puis ce qu'il m'expliquait, c'est que l'année s'est fait repêcher par les Blue Jays, sachant très bien qu'il allait pas mal dire non parce qu'il se trouvait trop jeune pour aller avec les adultes et comme aller dans le baseball pro. Il dit chacun de mes amis, on est sur mon ordi, on écoute le repêchage, puis je pense qu'à 3, 4 noms différents, là, ça a été Antoine Jean le premier, son ami, et Jérémy Pilon la suite d'après, puis il est en famille, puis il trouve ça bien, bien le fun, puis il dit juste avant que mon nom soit nommé, je reçois un texto de la part de le nom du repêcheur, je pense que c'est Jimmy quelque chose des Blue Jays qui dit check le draft bientôt, euh, tu vas être content. Toi, C'est c'était pas. Jasmin. C'est Jasmin Roy. Jasmin, c'est ça. J'avais Roy en tête, mais le nom m'échappait. Jasmin Roy, c'est ça. Ça, Ouais. il disait, il avait reçu un texto de sa part, puis il disait regarde le repêchage, il y a quelque chose qui s'en vient. Toi, ça s'est passé comment à ce moment-là? Et bon, moi, j'ai reçu un téléphone le lendemain. Le lendemain, puis c'était, tu sais, moi, j'étais encore dans le collège américain. J'ai passé l'été là-bas, j'ai reçu un téléphone. C'est mon entraîneur là, qui avait le téléphone. Fait que, il est venu me dire écoute, il dit viens dedans, il y a quelqu'un qui veut te parler. Fait que c'est là que mon dépisteur, dans le fond, m'a parlé pour me dire qu'il m'avait repêché, qu'il m'aimait beaucoup, euh, qu'il me repêchait encore là cette année-là, un draft and follow, qui voulait me signer à la fin de l'année. Fait que j'avais un autre année à faire dans les collèges américains. Puis ensuite, il verrait s'il était pour me signer.
Puis, ce qui était le fun, honnêtement, lui, il venait de là, il était proche de là. Pendant la saison, à un moment donné, ça allait un petit peu moins bien. Puis, il a même pris du temps là, pour venir m'aider à corriger certaines affaires que j'avais à corriger là, dans le bullpen. Fait que, il a pris soin de moi un peu d'un côté. Il a pris du temps pour me repêcher, donc il voulait prendre du temps pour. C'est important pour eux, là, dans le fond, de signer les joueurs qui repêchent. Puis, non, c'était le fun. Il a vraiment pris, Van Smith a pris du temps pour moi. Puis, à la fin de l'année, ben, ils ont réussi à me signer. Fait que là, à partir de ce moment-là, t'es signé. Ce qui veut dire que tu vas tomber avec l'équipe rookie des Oui, Padres pour faire le cheminement à ce moment-là. c'est ça. À quel point ça peut aller vite à ce moment-là? Parce que je pense qu'il y en a qui ne le savent pas exactement. Tu sais, t'as rookie, si je me souviens bien, c'est A faible, A fort, 2A, 3 majeur. C'est ça. Les fois, Ben ouais, t'as rookie, t'as advanced rookie qui appelle ça du A quand même. T'as du middle A qui est un A moyen, un A fort, 2A, 3A. Fait que t'as quand même plusieurs étapes. Tu peux en sauter, ça c'est sûr. Arrivé au 2A, tu peux sauter facilement aux ligues majeures, là, comme j'ai fait. Mais tu sais, j'ai fait une année dans la Ligue des recrues. Vers la fin de la saison, ils m'ont monté pour faire un départ avec Idaho Falls, dans le fond, qui était dans le A le A faible ou l'Advanced Rookie, c'est beaucoup les gars des collèges américains qui vont là. OK. Moi, ça avait pris du temps pour mon visa et tout ça pour pouvoir jouer. Euh, donc, à ce moment-là, ils m'ont gardé dans la Ligue de recrues plus longtemps. Mais j'ai quand même fait un départ dans le Advanced Rookie, puis ça a super bien été. Puis ensuite, l'année d'après, j'ai joué dans le A moyen, qui était pour Fort Wayne en Alabama. Excuse-moi, Fort Wayne en Indiana. Puis, j'ai pas monté cette année-là. Je me suis blessé. J'avais un dépôt de calcium au coude, donc il a fallu que je OK. l'enlève. J'ai été capable de revenir pour les séries. J'ai lancé pendant les séries. L'année d'après, dans le camp d'entraînement, il était supposé me retourner encore à Fort Wayne parce que le dirigeant des Ligues Nord ne voulait pas faire sauter l'étape aux joueurs. Puis, il y a eu un échange qui s'est fait avec un joueur du Hafford, donc ils m'ont gardé dans leur Hafford finalement. Fait que moi, j'ai pu rester là. Puis ça a été une année, ça a été une année incroyable, d'un pour moi aussi, même pour toute l'équipe. L'équipe entière avait une moyenne en bas de 3 comme lanceur. Fait qu'on avait vraiment là, on a eu des gros lanceurs. On a eu Jake Peavy, qui a joué longtemps dans la Ligue majeure. Ben Howard, Ben Howard qui a fait la Ligue majeure, Chris Ross, qui je pense qu'il s'est rendu dans le 3 ou fait la Ligue majeure, Dennis Tinkersley qui a fait la Ligue majeure, puis moi. Fait que c'était les 5 partants, plus nos releveurs, JJ Trio qui a fait la Ligue majeure, Andy Schmalo qui a fait la Ligue majeure. Fait que on a eu, sur 12 lanceurs, on a à peu près 8 ou 9 qui ont fait la Ligue majeure. C'était Quand quand même même. assez impressionnant, sérieusement, comme staff. Puis, tout le monde lançait fort. Je pense que j'ai une saison de 1 point, je pense que j'avais une moyenne de 1 point quelques. Euh, puis, j'avais 140 strikeouts en 103 manches, ou à peu près. Là. Euh, ça allait très bien. Oui, ça va bien dans ces temps-là. Tantôt, tu parlais que dans ta première année collégiale, tu lançais 84, 85 quand tu atteignais des fois 88. La deuxième année, quand le coach te dit faut que tu lances le plus fort à chaque fois, tu as réussi à atteindre 91. À ce C'est la moment-là, première année. La c'est première année qui la m'a dit première ça, ouais. année. Oui, ben, j'aurais pas passé à la deuxième, je pense. Et rendu à cette étape-là avec le groupe de lanceurs que vous aviez, tu étais rendu à peu près à quel mille à l'heure là, pour donner une idée là, du cheminement? Je pense que le rendu, tu parles dans le A. Ouais, à l'année où est-ce que tu dis que tu as eu OK. 8 et Là, je 12 lançais lanceurs qui. 94 000 à l'heure. OK, 94. Ouais. J'étais monté à 94, puis le plus haut que j'ai lancé à vie, je crois que c'est 96 000 à l'heure. OK, OK. All Ouais. right. C'est quand même Puis, correct. oui, donc c'est très bien. Comme gaucher, c'est bon. Oui. Mais justement, qu'est-ce que tu lançais une fastball à 96, est-ce que tu avais d'autres lancers? Tu sais, habituellement, on va avoir quand même une artillerie de lancers en 2, 3, 4, dépendamment du lanceur. Toi, ça se passait comment avec Ben, tes j'étais quand lancers? même bien simple comme lanceur. Là. J'avais une fastball, une curveball, un changement de vitesse, tout simplement. Puis, tu sais, fastball, four seam, two seam, mais c'était tout. OK. Tu sais, l'année, justement, 2001, c'est l'année qui ont comme élargi la zone des prises vers le haut. Là. D'à peu près 3 balles. Écoute, ça montait à peu près, je pense que c'était un petit peu plus haut que la ceinture, la zone des prises.
Fait que c'est sûr que là, beaucoup de lanceurs qui ont des années extraordinaires, un peu comme moi, là, je l'ai eu. L'année d'après, sont revenus un peu à la hauteur de la ceinture max. On a quand même eu des bonnes années parce qu'on a des super bons lanceurs. Là. Mais ouais, c'est ça, ça fait quand même une différence dans le game côté pitching. Là. Quand la zone est plus grosse, c'est sûr que tu as plus de chances de retirer les frappeurs. Il faut profiter de cette zone-là. Mais non, c'est ça. Après ça, c'est revenu à normal. Puis les moyennes étaient un petit peu plus anormales aussi. Là. Et tantôt, tu disais que tu as sauté l'étape du 3A, tu étais dans le 2A, tu t'es dirigé aux Ligues majeures. Qu'est-ce qui a causé le fait que tu as fait ce saut-là sans nécessairement passer par le 3A? Ben, j'ai fait le camp d'entraînement des Ligues majeures cette année-là, en 2002, dans le fond. Puis, le camp d'entraînement avait quand même bien été. J'ai pas, tu sais, je me souviens pas si j'ai donné un point dans le camp d'entraînement, mais tu sais, j'ai pas lancé énormément dans le camp d'entraînement. J'ai peut-être lancé 3 4 manches comme ça en relève. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont vu au moins ce que j'étais capable de faire. Puis, dans le 2A, honnêtement, tu es très, très proche du niveau des Ligues majeures. C'est beaucoup plus sur la constance. Puis, tu sais, ce qu'ils regardent beaucoup, c'est pour un lanceur, ils regardent, mais c'est capable d'être constant, à lancer des prises à tous tes matchs. Fait que, tu sais, ils regardent beaucoup plus juste qu'une moyenne. Le nombre de strikeouts, ces choses-là, ils regardent vraiment, es-tu constant avec chacun de tes lancers. Fait que c'est une moyenne de, tu sais, bon, regarder tes fastballs. C'est quoi ta moyenne de prise par rapport à ton nombre de balles, mais même chose sur les curveballs. Les changements de vitesse, fait qu'ils regardent tout au complet. Puis, à ce moment-là, ils savent si tu es capable de lancer une ligue majeure ou pas. Là. Puis, ça dépend aussi. Tu peux lancer une curveball et un change-up. Puis, honnêtement, ils peuvent être pourris. Tu as beau le lancer pour les prises tout le temps, mais si tu n'en as pas une bonne curveball qui mord bien ou un bon changement de vitesse qui est bien caché parce que ton bras il est aussi rapide que ta fastball, et bon, même si tu as une bonne moyenne dans les mineurs, ça ne veut pas dire que dans les majeurs, tu vas pouvoir performer quand même. Fait qu'ils regardent ces choses-là aussi. Moi, je me souviens, là, mon premier camp d'entraînement, c'était Ryan Klesko il frappait contre moi. C'était un bon frappeur gaucher. Puis il l'avait dit à mon coach, il dit lui, sa curveball, on la voit d'avance. Il dit, c'est pas une mauvaise curveball, mais on la voit un petit peu d'avance. Fait que, on perdra pas notre temps à souligner dessus. C'est un bon get-over pitch, là, mais c'est pas son meilleur pitch. Puis, fait moi, le coach m'en avait parlé, mais je lançais beaucoup ce qu'on appelle un knuckle curve. Là. Mhm. Mais cette année-là, j'ai arrêté de la lancer, puis j'ai commencé à lancer vraiment une curveball les deux doigts fermés pour avoir le même feeling que ma fastball. Puis là, elle s'est améliorée beaucoup. Puis j'ai monté par la suite dans la même année. Justement, là, cette première expérience dans les majeurs, vraiment en saison régulière, peux-tu nous expliquer un peu comment vraiment tu l'as su que tu allais te rendre au majeur? Puis c'est quoi le sentiment un peu? Je sais pas si tu t'en souviens, c'est possible que Ah, oui. je m'en souviens très bien. Je me souviens pas de la ville exacte ce que j'étais dans le 2A. Puis écoute, c'est la ville où les Cubs de Chicago ont leur 2A aussi. Puis Mark Pryor, qui était un top prospect dans ce temps-là, était de l'autre côté. Fait que Jake Peavy et moi, on s'est fait appeler par l'entraîneur. Fait qu'il y avait tous nos entraîneurs plus le coordinateur des Ligues Nord qui était là. Euh, Ils nous ont annoncé qu'on se faisait échanger aux Cubs, les deux, contre Mark Pryor. Euh, fait que, ça a été la première annonce qu'ils nous ont dit. Puis là, les deux, on s'est regardés vraiment étonnés. Euh, là, à un moment donné, ils ont bien vu qu'on ne savait plus trop quoi dire. Fait qu'ils sont partis à l'arrêt. Ils ont dit non, vous montez demain à San Diego. Fait que vous allez monter la Ligue majeure demain. Vous prenez l'avion à telle heure. Tout était setupé. Là, fait que, on est parti. On est parti de là le lendemain matin. Mettons qu'on n'a pas trop dormi pendant la nuit. Tout à fait Fait que c'était normal. l'annonce. Ah, c'est bien bon, ça. Wow. Ouais. Ben, ils ont fait ça, tu sais, pas exactement toujours, mettons, un échange, des choses du genre, mais toutes les fois qu'ils annonçaient un nouveau joueur, un jeune qui montait, ils faisaient le temps une affaire comme ça. Là. Fait que c'est pour ça qu'au début, on s'est regardé, on a attendu un peu, puis à un moment donné, ils nous l'ont vraiment dit, mais on savait qu'ils avaient fait des jokes à d'autres gars avant. C'est quand même très bon, ça. Ouais, c'est chiant. Ah, ben, en même temps, tu sais, il en profite un petit peu. Oh, ouais, c'est correct. Et justement, ta première présence dans les majeurs, est-ce que ça s'est fait le jour suivant l'annonce ou ça a été quelques jours plus tard? Non, quelques jours plus tard, dans le fond,
Ça, je pense que le 20 juin, le 21 juin, ça a été la première journée sur le roster. Euh, j'ai pas lancé. Je me suis réchauffé, mais j'ai pas lancé. Après ça, le 22, je me suis réchauffé, j'ai pas lancé. Le 23, ça a été 23 juin, ça a été ma première sortie dans les majeures. J'ai lancé une manche complète contre les Yankees de New York. Euh, ouais, c'est les premières années qu'ils faisaient des matchs intra-ligue. OK. Puis, fait que c'est ça, j'ai lancé contre les Yankees de New York, puis une manche parfaite. Fait que ça a très bien été. Jason Giambi, Robin Ventura. Jason Giambi, Bernie Williams, que j'ai striké, puis Robin Ventura. Fait que trois petits joueurs pour commencer. Fait que c'était le fun. C'est quand même impressionnant, honnêtement. Oh, oui. C'est juste partir du bullpen, rentrer sur le terrain. Je l'ai fait à la course. Je me souviens, honnêtement, je me souviens pas exactement de la course entre les deux. J'étais quand même assez zoné, j'étais bien concentré. Puis arrivé sur le monticule, j'étais pas stressé. Bizarrement, là. J'étais pas stressé, j'ai pris mes premiers lancers directement. Mon bullpen était plus stressant un peu parce que je me préparais tout le temps. On dirait que le premier lancer dans le bullpen, j'avais toujours de la difficulté à pogner le receveur. Puis ça, juste un lancer de réchauffement, il était debout. Là. Des fois, mon premier lancer de réchauffement, j'avais lancé 10 pieds par-dessus la tête. Fait que ça commençait bien. Mais un coup que les premiers lancers ont été faits, que j'ai pogné mon receveur qui était à genoux, tout a bien été. Puis quand je suis rentré dans le match, on dirait que la nervosité était partie. Puis tu sais, ça créait des estrades, c'était full contre les Yankees. Il y avait à peu près 55 000 personnes dans les estrades. Puis je pense qu'on perdait 2-1 avec un joueur au premier puis un joueur au deux. Il y avait un retrait, fait que j'ai fait les deux derniers retraits de la manche. Puis ensuite, je suis revenu faire un retrait dans l'autre manche, puis ils m'ont enlevé. Puis c'est lui qui lançait après, mais c'était Trevor Hoffman. Fait que c'est lui qui close les games. Wow, c'est fou comment, tu sais, j'avais déjà eu la chance de parler avec Abraham Taureau qui me parlait un peu de ses premières expériences. Puis c'est fou comment ces premières expériences-là, vous retenez tous les petits, tu sais, quand même des petits détails importants qui se sont produits. Comme là, tu été capable de me décrire, puis je voyais vraiment l'image, le moment que tu vivais à ce moment-là. Fait que c'est fou comment, on réussit à garder vraiment ces petits moments-là qui sont marquants, veux pas, là, des premières expériences. Ah, c'est sûr. C'était sortir avec une ovation aussi debout. Là. Pour les fans savaient que c'était ma première fois aussi. Là. C'était pas, ils étaient très au courant. Fait que non, c'est ça. Sortir avec l'ovation debout, c'est contre les Yankees, la meilleure équipe des Ligues majeures à ce moment-là. C'est quand même impressionnant. C'est après que j'ai comme pris un recul. Je fais ouf. On dirait que ça a tout comme droppé. Là. Ouais. Puis là, je regardais, il y a du monde dans les estrades. Là. C'était quand même assez impressionnant. Pour ça, j'ai continué à regarder le match. Puis quand le match est terminé, ben, c'est ça. On est allé dans la chambre, mais on est ailleurs. Là. C'est vraiment le fun. Puis dans les recherches que j'ai faites, tu vas pouvoir me clarifier, là, dans ce que les recherches que j'ai trouvées, tu as eu 6 présences dans les majeures, si je ne me trompe pas. Ouais. Et par la suite, tu as eu une blessure qui t'a causé, si je ne me trompe pas, 2 chirurgies. Mhm. Deux opérations, une au coude et une à l'épaule. En tant que telle, quelle était la blessure? Le coude, c'est un dépôt de calcium. Exactement la même chose que j'avais eu en 2000, dans le fond, dans le A faible. C'est exactement la même chose. Puis, ça revient tout le temps. J'en ai encore aujourd'hui. Donc, ça revient toujours. Euh, Puis, pour l'épaule, c'était le labrum. Dans le fond, je n'avais pas de déchirure au labrum, mais ils ont nettoyé le labrum. J'étais vraiment inflammé. Fait que, au début, ils m'avaient donné une piqûre de cortisone pour que je ne sente plus mon bras. Euh, Puis aider aussi à l'inflammation de partir. Puis après ça, j'étais capable pendant un petit bout. J'étais capable de finir la saison, mais j'étais vraiment pas au maximum. Puis à un moment donné, vers la fin de la saison, vraiment, quand la saison terminée, là, j'étais au niveau 3. Quand l'effet de la cortisone est parti, là j'avais plus rien dans le bras, j'avais vraiment mal au bras. Fait que, on est allé voir le médecin. Il y avait le médecin d'équipe, mais moi, je suis allé voir aussi un médecin à Los Angeles, Dr. Yocom, qui était excellent. Aujourd'hui, il est décédé, là, mais il était excellent. Puis, on est passé à l'opération pour les deux. 2 mois, 1 mois d'intervalle ou à peu près. Là. Puis, c'est la réhabilitation après qui a été très, très, très difficile. Ça a pris des années avant que mon bras revienne vraiment en santé.
Mais c'est ça. Fait que j'ai garde quand même finir une carrière, là. J'ai lancé jusqu'en 2008. Fait que de 2002 à 2008, c'était pas évident, mais j'ai réussi quand même à me rendre là. Justement, moi, je trouvais important de toucher un peu cet aspect-là de un retour d'une blessure, parce que des fois, ça peut être peut-être épeurant pour soit les gens qui sont des collèges américains, en fait, même des joueurs qui sont dans les midgets 3, les gens qui vivent une blessure puis qui tentent de revenir. Comment toi, tu as appréhendé le retour à recommencer à lancer puis à ressentir ton bras? Parce que comme tu disais tantôt, tu sentais que le bras, après les piqûres, ça marchait pas comme tu le souhaitais, tu as eu les opérations. Quel est le processus pour te ramener à être capable de lancer? Puis comment tu te sentais là-dedans? Mais dans le fond, tu sais, moi, ça tombait tout de suite à la fin de la saison. Fait que, tu sais, j'avais quand même plusieurs mois pour revenir. Puis je restais à je restais proche de Los Angeles à ce moment-là, à Camarillo. Puis, tu sais, j'avais un physio là-bas qui me suivait tout le temps. Donc, le physio m'a suivi tout le long. Tu sais, il a vu que ma force, elle revenait quand même très bien. Puis, c'est ce qui était vrai aussi. J'étais déjà, tu sais, avant de me faire opérer, il m'avait dit, entraîne-toi au bout, tu sais, assure-toi que ta musculature est ultra forte. Comme ça, même que tu reviennes, ça va aller plus vite. Puis, ce qui était vrai aussi, tu sais, après 3 semaines de mon opération au coude, je me lançais, ce qui n'était pas très normal, mais tu sais, je me lançais. Puis, j'avais pas vraiment de douleur. Euh, mais une semaine, tu sais, mettons, après 3 semaines, bon, j'ai eu mon opération. Après l'opération au cou, je me lançais, mais une semaine après, j'avais mon opération à l'épaule. Même chose avec l'opération à l'épaule. Après 3 semaines, j'avais déjà recommencé à me lancer un petit peu. Euh, mais tu sais, est-ce que j'ai commencé trop tôt? Sûrement. Tu sais, un jeune qui veut jouer, là, puis qui pense qu'il va revenir dans la Ligue majeure, qui a une chance. Tu sais, j'avais une chance dans le camp d'entraînement de faire l'équipe. Je suis revenu beaucoup trop tôt, j'aurais dû prendre mon temps. Mais quand même, tu sais, le côté force physique, tout était là. C'était juste, d'après moi, c'était peut-être dans la tête aussi un peu que, tu sais, je pensais, je me retenais un petit peu parce que je pensais que j'étais pas avoir mal ou que je voulais pas avoir mal. Ça a pris du temps vraiment avec ça revienne puis ça débloque, là. Écoute, 2002, mes dernières opérations, puis ça a été en 2007 quand j'ai recommencé à lancer fort. Fait que ça a été long. Ou même, tu sais, j'ai joué une année, là, on va en reparler. Tu sais, j'ai joué une année en Taïwan en 2006. Je lançais pas extrêmement fort. Je lançais quand même un petit peu plus fort. Puis en 2007, quand je suis revenu, là, à un moment donné, vers la moitié de la saison, j'ai monté dans le 3. Ils m'avaient mis dans le 2 avec les Dodgers. Je suis monté dans le 3, puis là, j'ai vraiment recommencé à lancer 94 000 à l'heure. Mais d'où est-ce que c'est venu, j'ai aucune idée, parce que dans le 2A, je lançais 88, 89 des fois. Puis rendu dans le 3, je recommence à lancer fort. J'ai aucune idée c'est quoi qui s'est passé entre les deux. Puis en 2008, mais j'ai perdu encore ça. Fait que c'était pas évident. Et là, justement, tu te parlais, parce que dans les notes que moi j'ai ici, que dans ton retour après, dans le fond, ta blessure, tu as été, on dit en anglais, release, là, Ouais. Ben, pas relâché par release, les. dans le fond, j'ai été enlevé du 40 man. Fait que OK. ils m'ont pas relâché, mais ils m'ont enlevé du 40 joueurs, là, de la liste des 40 joueurs. Les Angels d'Anaheim m'ont pris parce que, dans le fond, toutes les équipes des Ligues majeures ont 48 heures pour aller te chercher s'ils veulent te prendre. Fait que tu es comme libéré pendant 48 heures. Donc, les Angels d'Anaheim, qui étaient l'équipe qui venait juste de gagner les World Series l'année d'avant, en 2002, m'ont pris. Il y avait eux et il y avait les Marlins. Dans le fond, c'était les deux équipes qui avaient posé des questions. Il n'y a personne qui leur a répondu, évidemment. Puis les Angels ont juste pris le guess, ils m'ont pris quand même. Fait à partir de là, j'étais avec les Angels. 2003, j'ai fait 2003 avec les Angels au complet. Puis c'est là que j'ai eu mes 3-4 années avec les Angels, là, 2003, 2004, 2005. J'ai passé 3 ans dans l'organisation des Angels entre le 2A et le 3A. Et là, tu vas peut-être pouvoir me corriger. Là. Dans le fond, dans les notes que moi j'ai ici, tu as eu un passage avec les Reds de Cincinnati, ça se peut-tu? Ouais, une semaine. Parce avec les Angels en 2003, à un moment donné dans l'année, il fallait qu'ils fassent un move sur le roster, puis c'est moi qui ont décidé d'enlever. Mais je lançais cette journée-là. J'ai lancé un match en point sûr cette journée-là. J'ai rien fait de l'année, là, mais cette journée-là, j'ai lancé un match en point sûr. Fait que les Reds, ils ont juste pris le gas. C'est pour un kid qui lance un match sans point de ça. Puis ma moyenne d'efficacité contre les gauchers, en étant un lanceur gaucher, était vraiment très bonne. Je pense que j'avais donné 2 coups sûrs en 22 apparitions contre les gauchers. Fait ils ont pris un guess, mais encore là, eux m'ont mis comme releveur dans le 2A à Chattanooga.
Puis, écoute, eux aussi ont eu à faire un move sur le roster. Fait que c'est moi qui ont enlevé. Puis les Angels sont venus me rechercher encore. Je passais des Reds, des Angels aux Reds, puis des Reds aux Angels dans une semaine. OK. Ouais, c'était du voyage, beaucoup de voyagement. Fait que dans le fond, t'as même pas eu le temps de défaire tes valises, qu'il fallait que tu reconstruises pour repartir, hein. Ah, même pas sérieux. J'ai juste eu le temps de rentrer dans un appartement une journée, puis le lendemain, je repartais. Fait que c'était pas mal ça. Oh, wow, c'est quelque chose quand même, parce que Oh, après ouais. ça, tu disais qu'en 2006, tu as joué avec les Dodgers. Puis Non, en 2000 2007. en 2006, c'est 2007. Taïwan. Ouais, 2006 en Taïwan. Comment ça s'est produit, ça? Parce que là, en 2003, tu étais avec les Angels, 2003-2004. 2003, 2004, 2005. Puis moi, 2005, tu sais, j'essayais, j'aurais aimé ça aller, mettons, jouer en Corée ou au Japon. Mais tu sais, une porte d'ouverture, dans le fond, si on voulait se créer une ouverture pour ça, c'était peut-être d'aller jouer en Taïwan qui était quand même proche. Puis il y a des hipsters de la Corée et du Japon qui vont voir les joueurs de la Taïwan jouer. Fait que ça peut me donner une chance au moins de vivre un peu la culture asiatique du baseball puis connaître un petit peu c'était quoi. Puis en même temps, honnêtement, c'était quand même payant pour une année. Puis, j'étais allé là, j'ai fait un an. Dans le fond, j'ai fait 7 mois au complet. Le camp d'entraînement, eux autres, commencent vraiment en janvier. Fait que t'as janvier, février, mars de camp d'entraînement. Puis après ça, la saison commence. Fait qu'on a, tu sais, moi, je suis arrivé là en février, début février. Fait que j'ai fait ça. Puis 2006, j'ai fait le World Baseball Classic. Fait qu'à un certain moment donné, dans le camp, je pense qu'au mois de mars que ça commençait le World Baseball Classic. Fait que je suis parti de la Taïwan, j'ai fait tout l'avion jusqu'en Arizona pour jouer avec l'équipe Canada. Entre autres, on a gagné contre les États-Unis 8-6. Euh, fait que c'était vraiment fun. On a 2 Québécois qui ont lancé dans cette game-là, moi, puis Steve Green qui a closé la game. Fait que sérieusement, c'était un trip, là. Battre la meilleure équipe au monde, ou supposément la meilleure équipe au monde. Il y avait quand même plusieurs joueurs là-dedans qui étaient très intéressants, comme A-Rod, Alex Rodriguez, Derek Lee. Euh, Jeter était là. Il y a eu quand même plusieurs vedettes qui étaient là. C'était toutes des vedettes. Fait que, ouais, un bon trip. Puis ensuite, on a fait le classique. On ne s'est pas classé pour la deuxième ronde. Fait que moi, je suis reparti en Taïwan. Puis là, j'ai fini mon camp. Puis l'année a commencé. Et justement, là, moi, c'est tout le temps quelque chose que j'avais le goût de poser à quelqu'un qui a eu la chance d'affronter ces joueurs-là. Comment c'est d'affronter Jeter, A-Rod, qui sont, tu sais, Jeter est n'étant pas nécessairement un fan des Yankees, parce que j'étais un fan des Red Sox, mais reste que Jeter est un monstre, là. Non, ouais, c'était un icône du baseball, là. T'as pas le choix de l'aimer un petit peu, même si je suis pas un fan de l'équipe. Mais tu le vois jouer, c'est un icône. Comment c'était l'ambiance avec ça? Ah, ben nous, tu sais, dans l'équipe canadienne, tu sais, il n'y a plus de compétition entre personnes, là. C'est vraiment, on joue ensemble, puis on tripe ensemble. Puis ça a été écœurant. Tu sais, je l'avais vécu aussi aux Olympiques, puis les autres fois que j'ai fait l'équipe canadienne. C'est peu importe qui t'affronte, oui, c'est le fun, là. Puis en plus, moi, j'aimais ça, c'était un challenge pour moi. C'était pour me prouver aussi que j'étais encore capable de lancer contre eux autres. Euh, Fait que, tu sais, même que les dirigeants à Taïwan avaient peur que je ne revienne pas. Parce que ça avait vraiment bien été. Puis, tu sais, j'aurais pu partir. Tu sais, j'ai striké Derek Lee, j'ai striké Erod. Dans mes 2 manches et un tiers, là, tu sais, Holloway était là aussi. Il y avait quand même plusieurs bons joueurs. Oui, j'ai fait une erreur contre Jason Veritek qui a frappé un circuit. Moi, je suis arrivé dans le fond avec 3 gars c'est buts, 2 retraits. J'ai donné un circuit à Jason Veritek sur le deuxième lancé. Fait que ça tombait, on menait 8-2, ça tombait 8-6. Puis après ça, j'ai retiré tout le monde en ordre. Fait que je me suis bien repris maintenant. Oui, oui. Oh, quand même, là, ben naturellement, là, pour un releveur, arriver avec des gars sur les buts, c'est tout le temps un moment de pression, puis d'essayer d'être le plus sharp possible. Souvent, ça se fait comme d'autres fois s'il y a des situations comme tu as vécu avec Jason Veritek. Ouais, mais en même temps, tu sais, j'étais pas nécessairement un bon releveur, on va se le dire, là. J'ai toujours été un très bon partant. Mais comme releveur, sérieusement, mes stats étaient pourris. J'ai tu sais, j'ai eu des bons flashs, mais j'ai jamais été constant comme releveur. C'est dur de se préparer mentalement. Il faut que tu te prépares, il faut que tu sois prêt tout le temps. Comme partant, tu sais que tu lances une fois aux 5 jours. Donc, ça, c'est facile. Ta préparation entre les matchs est facile. Qu'est-ce que tu fais comme conditionnement physique, ton entraînement dans le gym, toutes ces choses-là, tout est quand même simple. Quand tu lances en relève, tu sais pas quand tu lances.
Fait que c'est là que c'est dur de côté préparation mentale, côté préparation physique. Est-ce que je vais au gym? Je vais pas au gym? Je vais être raqué? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire réellement? Puis, tu sais, il n'y a pas une manière de faire ou quoi que ce soit. Tout le monde est totalement différent. Tu sais, j'ai vu Trevor Hoffman courir à tous les jours pendant 25-30 minutes. Mais c'est un releveur que normalement, tu veux gagner la vitesse, donc tu fais beaucoup des sprints, des choses du genre, parce que tu n'es pas là pour longtemps. Lui, il voulait être sûr de toujours être en forme, que son bras soit toujours correct, donc il s'assurait que le sang circule dans le bras tout le temps. Il y avait totalement d'autres mentalités. Fait que là, c'est essayer de prendre un petit peu de tout, de tout le monde, un petit quelque chose de tout le monde pour voir comment est-ce que moi, je peux adapter ça à moi, puis je n'ai jamais été capable. Fait que, c'est ça. La fin de ma carrière était beaucoup, beaucoup en relève. Les années comme 2007, quand j'étais partant, j'ai eu une excellente année. 2008, j'ai retourné en relève, puis ça a été une autre année qui était beaucoup plus difficile. Tantôt, tu parlais des Olympiques. J'essaie de retrouver dans mes notes l'année, je l'avais 2004. noté, 2004. Ouais. T'as été en Grèce quand même pour réussir Ouais. à vivre cette expérience-là. C'est quand même vraiment un beau voyage. Deuxièmement, Ouais. tu sais, souvent, avec l'exemple de la World Classic en ce moment, c'est des joueurs à des positions, quand c'est des Québécois ou des gens, c'est l'équipe canadienne se bâtit un petit peu comme ça. Mais comment tu réussis à faire partie de cette équipe-là? Parce que, tu sais, Charles Leblanc, par exemple, qui est un Mhm. joueur de troisième but, aurait pu faire partie de l'équipe canadienne cette année. Ouais. Je ne connais pas la raison pourquoi il n'a pas été dans l'équipe canadienne, mais comment ça se produit de faire partie de l'équipe canadienne? Ben, ils nous appellent, tout simplement. Tu sais, c'est un peu comme l'équipe Canada au hockey, là. C'est le même principe. Euh, Moi, j'ai eu un appel, puis c'était Greg Hamilton, dans le fond, qui s'occupait de monter l'équipe. Euh, Puis le pays, j'étais en réhabilitation en Arizona cette année-là. Ouais, 2004, je suis en Arizona en réhabilitation. Je m'étais blessé un petit peu. Puis, je faisais là, je me préparais, je faisais des bullpens. Fait que Greg a appelé, il m'a dit quand est-ce que tu fais ton bullpen, je vais aller te voir lancer. Fait qu'il est venu me voir lancer un bullpen. C'est, je ne sais pas de son prénom, c'était Harper, qui est déjà catché pour les Twins du Minnesota dans le temps des ligues majeures. Fait que là, c'était le coach du Rookie League qui était là. Puis, il a mis son stock, puis c'est lui qui est venu me catcher pour ça. Fait que c'est le fun, quand même. Puis là, tu sais, je lançais bien, je lançais fort, tout. Puis même, il est venu me voir, il me dit, je pensais que tu étais un gars de finesse, mais il dit, tu lances fort. Fait que c'est correct. Puis là, Greg, il dit, ah, c'est beau, il dit, j'en ai vu assez, il dit, on va t'inviter. Fait que, tu sais, c'est comme ça que ça s'est fait, là. Fait que c'est un peu comme les gars, comme j'ai dit au hockey, tu sais, ils t'appellent ou le World Baseball Classic, mais ils appellent les gars spécifiques qu'ils veulent avoir dans l'équipe. Et à ce moment-là, aux Olympiques, là, j'ai tenté de regarder pour trouver des statistiques, mais à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, le baseball n'est pas considéré comme un sport olympique en 2004. Oui, oui, il était. Il était, c'était où? C'était En 88, il ah, n'était c'était en pas. 88, c'est ça. C'était en 88, Ouais. j'ai interchangé les deux. Euh, Ça ressemblait à quoi tes performances là-bas? J'ai lancé, je pense que j'ai lancé 3 fois. J'ai lancé une fois contre l'Australie, qui a quand même été, qui a gagné la médaille d'argent. Fait que j'ai lancé une fois contre eux, une manche parfaite. J'ai lancé après ça 2 fois contre le Japon. Donc, j'ai lancé contre le Japon dans le match préliminaire. Puis, j'ai lancé aussi contre le Japon, mais en finale pour la médaille de bronze. Mais j'ai tout lancé en relève. Puis ça, honnêtement, ça a bien été. J'étais bien content. C'est rare que ça va bien en relève, là, mais ce tournoi-là a très, très bien été. Puis, les 2 fois contre le Japon, j'ai lancé en tout, je pense, c'est 6 manches à peu près. Ou 6 manches et un tiers, puis j'ai donné 1 point contre le Japon. Fait Wow, quand que même. les deux fois en relève, mais c'était la longue relève. Donc, j'avais une bonne idée. Là, je commençais à me préparer. J'avais une bonne idée de combien de temps que j'étais pour lancer. Fait que de toute façon, comme j'ai dit, tu tombes sur l'équipe Canada, tu joues pour ton pays, ça arrive très rarement dans ta vie. Là. Euh, les bobos, toutes ces affaires-là, on dirait que ça tout disparaît. Fait que ça allait bien. J'avais pas mal au bras. J'avais du fun. Puis le pire, c'est que tu vas aux Olympiques, tu peux pas prendre d'anti-inflammatoire, tu peux pas prendre il y a plein de choses que tu n'as pas le droit de prendre. Fait qu'il fallait faire attention. Puis ça a été un moment, sérieusement, que je me suis senti super bien. Fait que tant mieux. Et justement, c'est comment arborer le chandail d'équipe Canada puis dire je joue pour l'équipe Canada. Est-ce que tu as senti un stress? Est-ce que préalablement au fait d'arriver aux Olympiques, comment tu t'es senti? Ben, c'est pas un stress, c'est une fierté. Tu sais, sérieusement,
comme j'ai dit, ça arrive tellement rarement que tu peux, surtout sur une échelle mondiale comme ça, qui est le plus haut, là, de représenter ton pays, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, avec la gang de gars on avait sur toute l'équipe, on avait 16 joueurs, je pense, qui avaient joué déjà dans les ligues majeures, là, au OK. total. Fait qu'il y avait quand même énormément d'expérience dans l'équipe. Tu sais, on a fini quatrième. Fait que c'est quand même très bien, là. Je pense que c'est la meilleure performance que le Canada a fait dans les dernières années aux Olympiques. Fait qu'on c'était très surprenant, mais on était très content d'être là. Tu sais, si on s'est rendu aux Olympiques, c'est parce qu'il y a une des deux équipes, Canada ou Cuba, qui se rendait pas. Puis les États-Unis n'étaient pas là cette année-là. Ils n'étaient pas classés, puis c'était le Canada qui s'était classé l'année d'avant. Fait que c'est ça. Fait qu'on non, sérieusement, on avait une super équipe. Tu sais, on a encore un gars comme Stubby Clapp qui était là, qui est coach au premier but maintenant pour Saint-Louis. Fait qu'il y a encore des gars qui étaient là, qui sont encore dans le baseball aujourd'hui, là. Fait que c'est une Christy bonne équipe. Sérieusement, là, on pourrait se recroiser demain matin, toute la gang, puis on aurait autant de fun qu'on a eu en 2004. Tu parlais tantôt de la préparation, tous les trucs que tu pouvais pas faire pendant les Olympiques. Tu parlais des anti-inflammatoires. Puis naturellement, la préparation des Olympiques ne se fait pas 2 semaines avant. C'est quand même plusieurs mois d'avance. J'ai regardé dernièrement, j'ai perdu le nom du reportage, c'est sur Netflix avec l'équipe américaine de basket. Ils ont dû préparer quasiment 1 an ou 2 ans, même plusieurs années avant pour avoir la chance de se rendre aux Olympiques et de regagner parce qu'il y avait une année qui avait mal performé. Mhm. Toi, la préparation pour te diriger vers les Olympiques, est-ce que ça s'est fait 1 an avant? Moi, Comment ça s'est passé? je l'ai même pas fait, dans le fond, c'est ça. L'équipe canadienne avait un tournoi qui se faisait en 2003. Je me souviens pas c'était où, je pense que c'était au Panama. Je suis pas 100% sûr, là, mais il me semble que c'était là. Puis moi, tu sais, c'était 2000, moi, c'était 2003, j'étais encore un peu, tu sais, je revenais de mes opérations, tu sais, je sais que je suis pas allé. Puis l'équipe allait à un tournoi pour se classer pour les Olympiques, là. Puis c'est là que l'équipe a réussi à se classer. Tu sais, moi, je n'étais pas là, j'ai été invité après. Tu sais, c'est quand même. C'est le fun pour moi, mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas allé parce que moi, je suis Mhm, allé. mhm. Mais tu sais, comme ça, sur l'équipe canadienne, à chaque année, ça peut changer. Donc, tu sais, moi, je suis allé aux Olympiques en 2004, j'ai fait la qualification en 2006, je l'ai fait. 2006, je l'ai fait en fin d'année. Je l'ai fait en 2007. Puis en 2008, mais je ne suis pas allé aux Olympiques. Je n'ai pas été invité, puis je jouais quand même, là. Fait que, tu sais, j'ai pas été invité pour aller aux Olympiques. Ils sont allés vers des plus jeunes. Fait que, tu sais, c'est le choix, puis c'est correct, puis c'est normal, là. Ils prennent les meilleurs joueurs disponibles au moment où ils prennent les meilleurs joueurs qu'eux pensent qui sont les meilleurs pour le tournoi, puis c'est correct, là. Puis ils l'ont fait. Fait que, Et à l'arrivée aux Olympiques, là, naturellement, on est dans un village des athlètes, c'est très fermé, c'est très concentré. Est-ce que tu as des histoires, des anecdotes de choses qui sont produites un peu hors partie de baseball sur le village des athlètes qu'on aurait peut-être soit connu puis que tu étais présent, des choses. ouais, quelque chose de drôle. Qu'est-ce qui était arrivé? Je sais avec l'Afrique du Sud qui était juste en avant de nous. Dans le fond, c'était comme des appartements. Fait que, tu sais, il y avait un balcon, tout ça. Puis l'Afrique du Sud, en avant de nous, il y avait, je pense que c'était un toutou, soit un toutou ou un drapeau qu'il y avait sur le balcon. Les gars ont été capables d'aller le chercher. Puis ils ont mis une rançon. Je sais pas c'est quoi la rançon, on va dire, je sais pas moi, des bières ou peu importe, là. Il y avait quelque chose, on a mis une rançon. Fait qu'eux sont venus chercher notre drapeau. Ils ont mis une rançon. Fait que là, finalement, on a rééchangé les affaires ensemble, mais ça a été, tu sais, une chose qu'on a faite qui était drôle, là. Sinon, tu sais, des anecdotes. Pas, pour le reste, pas tant, mais tu sais, ça en était une vraiment, là, que, tu sais, on a eu du fun. Puis, tu sais, comme joueur de baseball, on est habitué, tu sais, on joue tous les jours au baseball, tout l'été. Tu arrives là, tu sais, tu peux pas changer ta routine non plus. Fait que tous les gars de baseball ont resté réveillés quand même très, très tard. Tu sais, nous, on n'a pas travaillé 4 ans pour aller aux Olympiques, là. Tandis qu'on a été choisis pour aller aux Olympiques. Tandis que tous les autres athlètes qui sont là, ils ont travaillé pendant 4 ans pour se qualifier pour pouvoir aller aux Olympiques. Ils arrivent là, ils sont ultra sérieux. C'est le moment à eux. Tu sais, nous, on gardait le même train de vie qu'on avait quand on jouait avec nos équipes respectives. Fait que, je te dis pas qu'on était un peu plus sur le party, mais on veillait quand même pas mal plus tard, là. Puis, fait qu'on on a eu du fun. Fait que là, à ce moment-là, on est en 2004. Tu disais qu'en 2006, tu allé jouer à Taïwan. Mhm. Euh, je vais vérifier, m'assurer que j'ai pas. OK, donc en 2006, tu as joué en 2007 avec les Dodgers. Ouais.
Avec les Dodgers. Première année avec les Dodgers en 2007, j'ai fait le camp d'entraînement au complet avec eux, pas dans les ligues majeures, dans les ligues mineures. J'ai même pas eu la chance de monter quelques games. Là. Des fois, ça arrivait qu'on pouvait monter. Je n'ai pas monté cette année-là. Mais je lançais pas, honnêtement, je lançais pas très fort, mais les gars m'aimaient beaucoup. Je travaillais très fort quand on faisait des exercices physiques et tout ça. Ils m'ont envoyé dans le 2A à Jacksonville, en Floride. On avait beaucoup de jeunes prospects cette année-là, des bons jeunes prospects, des bons lanceurs gauchers, tout ça. On avait deux choix de première ronde là, qui étaient là. Est-ce que c'était pour aider un peu, montrer le work ethic, comment travailler, puis se préparer avant les matchs et tout ça. Puis j'ai eu une super bonne année. J'ai été nommé sur l'équipe d'étoiles 2A. Je suis jamais allé à un match des étoiles. J'ai été nommé 2 fois sur l'équipe d'étoiles. Je pense que c'est 2001, non, 2002. 2002-2007, puis je suis jamais allé au match des étoiles parce que je me suis fait monter dans le 3 après ou dans la Ligue majeure après. Fait que j'ai jamais eu la chance de faire un match des étoiles des Ligues mineures. Mais j'aimais mieux monter que de rester quand même. Mais Naturellement. oh, oui, c'est ça. Fait que non, c'est ça. 2007 a été une super bonne année. J'ai été monté dans le 3. Puis dans le 3, j'ai vraiment bien lancé. Russell Martin était dans la Ligue majeure à ce moment-là. OK. Puis je sais que l'entraîneur qui était là, Lou Pinella, lui posait beaucoup de questions pour savoir, tu sais, j'étais dans ceux qui montaient et qui s'en venaient. Là. J'étais comme des meilleurs lanceurs des Ligues mineures cette année-là. Puis c'est ça. Le, le dirigeant des Ligues mineures m'en est venu me parler. J'étais dans les estrades, on fait beaucoup les charts, le gun et tout ça. Mhm. Puis là, il dit, Eric, il dit, continue, il dit, ça s'en vient. Il dit, t'es proche. La semaine après ou 2 semaines après, c'est. Comment il s'appelait donc? Je suis supposé me souvenir de son nom en plus. Il arrivait des Padres. C'est un lanceur gaucher des Padres qui avait été relâché par les Padres. Puis, les Dodgers sont allés le chercher pour le signer. Puis, ça a été la fin pour moi. Ils ne m'ont pas rappelé. Fait que c'était vraiment. C'est lui qui a pris mon spot. Là. C'est un lanceur qui a lancé pendant 10 ans dans la Ligue majeure et plus. Euh, il y avait plus d'expérience. Fait qu'ils sont allés avec un gars qui avait plus d'expérience au lieu d'un jeune. Parce que j'étais encore. Bon, j'étais pas mal plus jeune que lui dans ce temps-là, mais j'étais quand même. Je lançais bien, tout allait bien, puis j'ai juste pas eu la chance de monter à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après 2007 à ce moment-là? En 2007, j'ai joué l'hiver au Venezuela. Les Rangers du Texas m'ont offert un contrat. Je suis allé au camp d'entraînement des Rangers, puis 3 jours avant la fin du camp d'entraînement, ils m'ont relâché. Ils m'ont laissé aller. Euh, Honnêtement, sans aucune raison, mais ils m'ont laissé aller pareil. Est-ce que c'était le contrat? Peu importe. J'avais eu quand même un bon contrat avec eux. Peut-être. Puis les Mariners m'ont rappelé le lendemain matin pour aller avec eux. Puis le camp d'entraînement, on était en Arizona. Fait que j'étais à 20 minutes de route. Là. Fait que j'étais à côté. Fait que j'étais allé au camp d'entraînement avec les Mariners. Puis j'ai lancé. J'étais supposé aller dans le 2A, mais à la fin du camp d'entraînement, ils m'ont envoyé dans le 3 pour aller jouer à Tacoma. Puis j'ai été à Tacoma pendant 1 mois. Eux autres aussi m'ont relâché. Euh, Ça allait pas, tu sais, je lançais en relève, là, fait que ça allait pas super bien. J'ai appelé Michel Laplante à Québec. J'ai demandé s'il y avait de la place pour moi. Puis il m'a fait une place sur le roster. J'étais lancé à Québec pendant 2 mois, à peu près 2 mois dans ce coin-là. Puis les Dodgers m'ont rappelé pour aller terminer la saison. Ils m'ont dit que j'avais des chances de monter. Fait que j'ai pris ma chance pour pouvoir y aller, mais ça a pas été comme je voulais. Honnêtement, mais, c'était la dernière année. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé que je prenais ma retraite. Là. J'ai fait 7 équipes en un an. Vite comme ça, là. J'étais fatigué. C'est beaucoup de déménagements et beaucoup Oui, de promener d'un bord et l'autre. ouais. Euh, Est-ce que par la suite, tu es retourné avec les Capitals ou ça a été vraiment quand les Dodgers Ah, démontraient ça a pas été d'intérêt? terminé après. Ça a été terminé après. Puis c'est ça, tu sais, j'ai pas eu une super de fin de saison avec les Capitals, ça allait vraiment bien. Là, tu sais, je pense que j'avais une moyenne en bas de 1. Euh, Puis c'est là tu sais, qu'ils m'ont rappelé. Ils savaient que je lançais encore des prises. Il y avait besoin d'un lanceur qui pouvait lancer comme partant, puis faire beaucoup de manches comme partant. Le partant qu'il y avait au 3 faisait pas beaucoup de manches, fait que ça tue un petit peu le releveur. Quand je suis arrivé,
j'ai commencé comme partant, tu sais, puis moi, j'arrivais des années que ça me dérangeait pas de faire, je peux faire 130, 140 lancers par match, ça me dérangeait pas. C'est sûr qu'ils me laissaient pas faire, mais j'aurais pu. Fait que je voulais tout le temps continuer. Euh, fait qu'à un moment donné, tu sais, oui, il me laissait un petit peu continuer jusqu'au moment qu'eux étaient obligés de m'enlever, là. Mhm. Mais j'ai pas eu des super dépasses. C'était correct, mais pas plus que ça. Fait que, tu sais, pour monter les majeure, il faut que tu sois exceptionnel et non juste correct, là. Fait que ça a été une année plus dure, mais c'est ça. Puis mon petit garçon, ben, mon plus vieux, il venait juste de naître cette année-là. Fait que tu sais, je pense que la décision était quand même assez facile. Ça m'a aidé beaucoup. Puis c'est ça. Je voulais passer du temps à la maison avec mon enfant. Et là, j'ai encore quelques petites questions. Oui, La première étant, je me souviens dans les années que tu es venu faire un peu le pitching coach avec mon coach Luc à Sherbrooke. Je me souviens d'un détail qui est passé assez rapidement. J'ose croire que tu l'as encore. Tu as un tatou hein, des Olympiques, si je me souviens bien. ouais. Ouais. J'ai toujours été curieux de savoir comment. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait après? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait pendant les Olympiques avec les gens des Olympiques? Comment ça s'est produit, ça? Ça a été fait avant. On était 4 ou 5, je pense. Il y avait Pierre-Luc Laforêt, il y avait moi, Paul Spolger qui était là. Puis il me semble qu'il y en avait un autre. C'était qui? Je m'en souviens pas pendant tout. C'était qui était là, non? Ah, c'était que j'ai. Non, total blanc de mémoire, mais un autre Québécois. Puis on s'était dit, hey les gars, on était à Toronto là, avant de partir, puis on dit, hey les boys, on va se faire un tatou. Fait qu'on a trouvé une place qui est encore ouverte au moment où on est arrivé, qui fermait. Puis on a dit, c'était une fille qui était là, puis on dit, écoute, on se fait faire des tatous, on s'en va aux Olympiques, tout ça. Fait qu'elle a fait, OK, c'est beau. Là, fait qu'elle a fermé le magasin, elle nous a tous gardés là. Fait qu'elle nous a fait notre tatou. Fait que moi, j'en ai un sur le côté, là, proche de la cheville, à gauche. Écoute, je pense Pierre-Luc, il est là sur le chest. C'est Paul Jarek l'avait en arrière sur l'épaule. Je me souviens de tout ça, là, c'était vraiment drôle. Mais on s'est tout fait faire un tatou, là, des Olympiques avec le logo de Baseball Canada. Fait qu'on on est au moins 5 joueurs qui ont ça. Quand même très cool. J'avais hâte de savoir. C'est spécial parce que maintenant au podcast, là, je me disais, ça paraît banal comme question, mais je suis curieux de savoir comment ça s'est produit parce que je me souviens de ce détail-là. Puis, Mais non, tu sais, c'est un souvenir, je pense, qui reste pour toujours. Tu sais, il va toujours rester dans ma tête et tout ça, mais tu sais, c'est juste le fun, je pense. Si je n'avais un à avoir, ben, c'était ça, là, qui était le fun à avoir, puis de garder. Des fois, ça peut justement poser des questions du monde. Fait que c'est drôle. euh, en fait, j'ai trois dernières questions. La première étant le pitch clock qu'on appelle le cadran des lanceurs. Toi étant quelqu'un qui est lanceur dans les majeurs, dans les Mhm. professionnels, comment tu perçois ça? Ben, moi, j'étais un gars qui était rapide de toute façon. Fait que d'après moi, j'aurais été correct, là. Tu sais, je m'en serais même pas rendu compte. Tu sais, je sais même pas c'est combien de secondes, là. C'est-tu 15 ou 20? À mon souvenir, c'est de quoi comme 8 ou 10 quand il y a Un 8 ou personne. 10, OK. 8 ou 10 quand il y a personne sur les buts, puis 10 ou 15 quand il y a quelqu'un sur les buts. Il y a comme une différence entre quand il y a un joueur sur les buts et quand il n'y a pas de joueur sur les buts. Puis le frappeur doit être de retour avant tel temps dans la boîte des OK, ouais, frappeurs. c'est ça. J'ai regardé une coupe de match, là. Mais, tu sais, sérieusement, si tu es dans ton rythme et que ça va bien pour un lanceur, ton 10 secondes, peu importe, là, tu continues à y aller parce que ça va bien. C'est juste là où que ça accroche, c'est quand ça commence à aller mal pour un lanceur, tu es obligé de continuer. Souvent, ça va juste continuer à aller mal parce que tu n'as pas aucun temps pour te regrouper, penser à tes affaires, venir, tu sais, prendre juste une respiration, là. OK, c'est bon, on recommence, puis ce temps-là, tu ne l'as pas, malgré que tu dois pouvoir accorder un time à un moment donné, là. Tu sais, juste pour marcher alentour du monticule. Le problème avec ça, c'est comme dans tout. Tu sais, s'il y a de l'exagération, à un moment donné, il faut qu'il ramène à. Puis je pense que c'est ça qui a été un peu l'exagération des frappeurs qui sortaient de la boîte, même s'ils n'avaient pas souligné, tu sais, puis qui replaçaient le gant 18 fois. Tu sais, Nomar Garcia Parra dans le temps, là, qui replaçait ses gants à peu près 50 fois avant de rentrer dans la boîte, ça prend du temps. Puis tu sais, honnêtement, on ne se le cachera pas sur les réseaux de télé, là. Ouais. C'est eux qui payent pour avoir les matchs. Donc, c'est ceux qui payent qui vont décider un petit peu. Puis s'ils peuvent sauver une demi-heure ou même 1 heure sur un match, puis mettre d'autres choses qui vont être payants aussi pour eux, c'est sûr que ça a un lien ou un impact, là. Mhm. D'après moi, ça a un gros lien avec l'accélération des matchs. Pas probable. Euh, la, la deuxième question que j'avais,
En ce moment, il y a beaucoup de Québécois qui frôlent les ligues majeures. On pense à Édouard Julien qui aujourd'hui a fait ses débuts dans les ligues majeures, Abraham Taureau qui, lui, peine à trouver une constance. Encore une fois, je vais découvrir dans les prochains mois, semaines, pour la raison pourquoi. Il y en a beaucoup de gens qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qui fait qu'il ne réussit pas nécessairement à se positionner à un endroit, ou à Charles Leblanc qui a eu une fin de saison avec les Marlins incroyable et que cette saison, il est dans le 3A. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou même une explication qui cause cette situation-là? Mais tu sais, en gros, il y a tellement de joueurs, là. C'est pas évident. Tu sais, je te dirais, c'est plus facile de se rendre que de rester. Puis un coup que tu es rendu, mais il faut que tu sois constant. Tu sais, je sais que Charles, quand il est monté, ça a été beaucoup, je pense, des problèmes pour la course sur les buts au début. Tu sais, est-ce que ça a créé qu'il n'est pas là aujourd'hui? Puis, tu sais, il y a des gars qui poussent de partout, là. Il n'y a pas juste, tu sais, il y a pas juste les Québécois. Puis, c'est le fun d'en voir de plus en plus qui frôlent. Euh, Puis je pense que le fait qu'on a de plus en plus qui fraudent, mais c'est parce que l'ABC pousse beaucoup nos joueurs vers les collèges américains, les États-Unis. Tu apprends la game de baseball, la vraie game, comment est-ce que c'est. Puis de jouer à l'année aussi, qui est important. Euh, mais tu sais, ces gars-là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est dur parce que je, moi aussi, je l'ai fait, je l'ai frôlé, j'ai pas été là. Fait que qu'est-ce que j'ai à dire comme argument pour peut-être les aider? Honnêtement, je ne le sais pas. C'est la constance, tout simplement. Fait que, tu sais, s'ils peuvent être constants, tu sais, je sais qu'Abraham, il joue à beaucoup de positions, là. Mhm. Je pense que ça l'aide énormément, justement, à pouvoir être là parce qu'il peut jouer partout. Mais on monte à nos jeunes aussi à jouer partout aujourd'hui, puis c'est ça qu'il faut faire aussi parce que ça leur donne beaucoup d'options. Au bâton, il va quand même bien. Il y a une constance qui va venir, mais souvent la constance vient aussi avec la maturité physique, là. Il est encore très jeune, Abraham. Là. Il a pas 30 ans. Normalement, tu atteins ta maturité physique à 27 ans. Il n'est pas encore rendu là. Fait que, il y a encore un petit temps pour développer. Puis tout ce qu'il peut faire, c'est s'améliorer. Charles, je l'ai vu jouer un petit peu avec les Marlins. Il frappe. Là. C'est pas une question de bâton. Des fois, on ne sait pas. Ça dépend du coach. Le coach, ça se peut qu'il t'aime pas. Ça se peut dans la vie, quelqu'un ne t'aime pas, puis lui, il veut rien savoir de toi. Fait que, est-ce que ça peut faire en sorte que tu vas jouer ailleurs? Normalement, si tu es un bon joueur, le monde vont t'aimer, ils vont te donner une chance. Puis ces gars-là, de ce que moi j'ai vu, sont excellents. Là. C'est des bons joueurs de baseball, position défensive et tout ça, ils jouent très bien. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui me manque exactement. Comme j'ai dit, la constance, mais en même temps, les deux ont été quand même bons au bâton, puis chacun de leur bord. Là, on voit Julien qui va monter. On l'a vu avec l'équipe Canada sur World Baseball Classic. C'est un excellent joueur. Là. Mais des excellents joueurs comme ça, il y en a une pelletée. Aux États-Unis, il y en a une pelletée au Mexique, en République dominicaine, ce que je joue à l'année, puis ça fait des années qu'ils font ça. Fait que c'est dur un peu de voir parce qu'on regarde beaucoup ceux-là, puis on les voit beaucoup à télé, mais on ne voit pas nécessairement toujours les autres non plus. Là, je ne suis pas le gars qui regarde beaucoup de matchs. Fait que c'est dur de les comparer, puis de les comparer avec les gars dans leur organisation aussi. C'est qui a des lignes mineures, comment est-ce qu'ils performent. Puis une chose qui est sûre et certaine, c'est le montant qu'ils ont signé aussi comme bonus. Malheureusement, là, le kid qui a signé pour 1 million va avoir ses chances de la Ligue majeure si, si toi, tu as signé pour beaucoup moins, mais ça se peut qu'il passe à côté de toi, puis c'est pas grave, ils n'ont pas investi beaucoup d'argent dans toi. Fait que ça aussi, je pense que c'est une business, c'est pas compliqué. Mhm. Là. Fait que s'ils n'ont pas investi beaucoup d'argent dans toi puis qu'ils t'ont monté des majeurs, tant mieux. C'était c'est un bon investissement. Est-ce qu'ils sont obligés de le garder là? Non, c'est pas grave. C'est juste un numéro, en gros. C'est ça, les ligues majeures, comme le hockey, c'est pareil. Là. Mhm. Fait d'après moi, je vais avoir une autre chance. Là. Ouais. D'après ce qu'on voit, dans les mineurs, je pense que ça va bien aussi. Fait que, il devrait avoir une autre chance. Abraham, vu qu'il joue à tellement de positions, je pense qu'au pire, aller, ce sera un joueur utilitaire qui va pouvoir jouer partout, qui va pouvoir venir en fin de match. Il a un bon bâton, fait que ça peut être un gars qui va rester quand même très longtemps. Là. Et en terminant, moi, j'ai une question que je pose souvent, en fait, que je pose à toutes les personnes que j'ai eues avec moi au Ponticule.
Si je t'offre la chance aujourd'hui d'affronter, tu es un lanceur, si tu as la chance d'affronter un frappeur en particulier, soit qui jouait dans les années que toi tu as joué, que tu n'as peut-être pas eu la chance d'affronter, qui est décédé, qui est vivant, retraité, qu'en ce moment, là, je te mets devant un frappeur, quel frappeur t'aimerais affronter? J'ai quand même affronté Barry Bonds, qui était pas si pire. Mais sinon, ouais, Aaron Judge, je pense présentement qu'il serait le fun à affronter. Je pense que j'aurais du fun. C'est sûr, en plus, là, tu sais, le gars, il est puissant. Tu sais. Le questionnement, je pense, en ce moment aussi, c'est de savoir est-ce qu'il va répéter l'exploit de l'an passé, qui était 62 circuits. Il est bien parti, en tout cas. Oui, il est bien parti. Là. Faudrait que je regarde. Là, je suis quand même Une curieux. chose drôle, une chose qui est drôle, c'est qu'on a le même agent. Dans le fond, j'avais le même agent quand moi je jouais, Ah qui ouais? est, ouais, qui est PSI Sports Management, dans le fond, Page O'Dole. On a le même agent. Fait que c'est vraiment drôle. Fait que j'ai réécrit à Page à un moment donné pour savoir s'il signait avec les Yankees ou s'il allait ailleurs. Puis il n'a pas répondu, il attendait un petit peu qu'on le voit. Là, mais Ouais, non, c'est cool, c'est quand même drôle. Je trouvais ça drôle comme anecdote parce qu'à un moment donné, je l'avais compté à quelqu'un avec qui je parlais. Puis là, je dis, sais-tu quoi, mon agent, dans le temps, lui, il commençait. C'était vraiment ses débuts comme agent. Puis, j'ai le même agent qu'Aaron Judge. Fait que, je sais pas si finalement, c'est un bon gars. On parle d'Aaron Judge en ce moment avec un 4 circuits dans les ligues majeures. La personne qui est un peu plus prenante au niveau des circuits, c'est Brian Reynolds avec les Pirates de Pittsburgh, qui est OK. à 5 circuits présentement. Bon. Ainsi que Ryan Mountcastle, qui est avec les Orioles de Baltimore, qui fait sa place. Mais oui, moi, je pense que c'est juste la question de prendre son beat, puis il va en sortir au Ah moins ouais. une trentaine encore cette année facilement. Là. Ah, c'est un beast, là. Ouais. Je pense qu'il pèse quoi, 265 livres à 6 et 8. Je pense que c'est l'athlète le plus rapport grandeur-poids qui fit le plus. Là. Il est quand même. Oh, ouais. Il y avait des chances, je pense qu'il y a des chances au basket, au football, puis Ouais. au baseball avant de décider qu'il s'en allait au baseball. C'est peut-être l'athlète le plus parfait Ah, qui est présentement. il est très complet. Ben, hey, merci Eric Cyr d'être venu te prêter au jeu du monticule. C'est un plaisir de découvrir ta carrière que je connaissais quand même déjà un petit peu, mais que là, j'en ai appris de plus en plus, puis j'ai apprécié vraiment. Au plaisir de te revoir prochainement, peut-être pour parler de sujets qui touchent les lanceurs dans la Ligue majeure. Qui sait, là, dans l'été 2023, c'est pas impossible que ça se produise. Pour ceux qui ne connaissent pas OK. le monticule, c'est la chance de le découvrir aujourd'hui, dans les prochaines semaines. On a des grands noms qui s'en viennent pour découvrir des histoires qui sait, peut-être qu'Éric va être à travers les histoires des gens qui vont passer au monticule dans les prochaines semaines. Donc, partagez, abonnez-vous, likez, écrivez-moi aussi en personnel si vous avez le goût d'avoir des personnes en particulier qui vont venir au monticule. On est ouvert à tout le monde, on veut découvrir les histoires du baseball, puis on veut promouvoir ce beau baseball-là à travers le Québec. Puis on se revoit prochainement pour un autre épisode du Monticule.